Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours Anna. Le cours Anna est une école des arts de la scène située à Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Paris 16e. Le cours Anna, ce sont des cours de théâtre, des cours de comédie musicale, des cours de stand-up, des cours d'improvisation, des cours de danse. Le cours Anna, c'est du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Mais le cours Anna, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un artiste polyvalent, un véritable touche-à-tout de génie qui a marqué le cinéma français par sa créativité débordante et son humour irrésistible. Producteur, réalisateur, acteur, scénariste, il a su conquérir le cœur du public avec des films emblématiques comme 9 mois, une comédie devenue incontournable, ou encore Is No Good, où il a brillamment adapté l'univers de la bande dessinée à l'écran. Aujourd'hui, nous plongerons dans son univers, ses débuts, ses inspirations, ses défis et la manière dont il a su naviguer entre ses multiples casquettes de réalisateur, acteur et scénariste. Mais surtout, nous découvrirons l'homme derrière les rires, celui qui observe le monde avec une finesse et un regard unique pour mieux le raconter à travers ses œuvres. J'ai le plaisir de recevoir Patrick Braoudet. Bonjour. Bonjour Patrick. J'ai fait des erreurs ou pas? Non, mais, merci pour tout ça. Je ne sais pas si je mérite tous ces compliments, mais, moi. Mais le matin comme ça fait du bien. Je le pense sincèrement, sinon je ne l'aurais pas dit. Déjà, merci. Vraiment. Moi, je vous suis depuis longtemps et je suis très admirative de ce que vous faites. C'est pour ça que je me suis permise de vous accoster lors d'une lecture et on en parlera un peu pour vous demander d'être là aujourd'hui. Donc, merci. Avec plaisir. Alors, un début... où j'ai appris que vous aviez commencé à faire des études de médecine. Vétérinaire. Vétérinaire. Pas médecine, vétérinaire. Bon, alors on va dire, ouais. Ok. Oui, c'est pas pareil. Oui, c'est vrai. Oui. Et ensuite, comment vous avez découvert le théâtre, le cinéma? Écoutez, tout ça, c'est les hasards de la vie. Moi, j'étais dans une famille où on n'allait pas beaucoup au théâtre, je connaissais pas beaucoup le théâtre. J'allais beaucoup au cinéma, mais au théâtre, non. Et ma passion était les animaux, c'est toujours une passion que j'ai d'ailleurs, et je voulais être véto depuis que j'avais 14-15 ans, donc j'ai fait mes études pour entrer à l'école vétérinaire de Maisons-Alfort, et c'est un concours qui est très difficile, on travaille beaucoup pendant 2 ans pour pouvoir intégrer l'école, et j'ai travaillé pendant 2 ans avec une amie, on bossait vraiment énormément pour le concours, et elle adorait le théâtre. Et on a eu la chance d'intégrer tous les deux Maisons-Alfort, de ne pas aller dans d'autres écoles, la même année. Du coup, quand on est rentré à l'école vétérinaire, elle a eu envie de monter une troupe de théâtre là-bas. Et moi, je disais, oh là là, le théâtre. J'avais des très mauvais souvenirs de théâtre amateur, avec des copains en première terminale qui montaient des troupes. Au lycée, c'était une horreur d'aller les voir. C'était terrible. Mais bon, voilà, elle avait envie de faire ça. Et je lui ai dit, écoute, je viens avec toi, allez, on monte une troupe de théâtre. Et le virus est rentré. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, on a monté une pièce de théâtre qu'on a jouée au théâtre de Maisons-Alfort, au théâtre municipal. Je suis monté sur scène pour la première fois et les spectateurs sont mis à éclater de rire, de tout ça. C'était une pièce drôle. Et je suis sorti de la scène et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui m'arrive là? J'ai plus envie d'être véto, je crois que j'ai envie d'être acteur. Incroyable. Ouais. Donc, vous avez monté une troupe, mais pas de formation, quand même. Non, pas de formation. On était tous en première année, deuxième année, troisième année de l'école vétérinaire. On a monté une troupe, on a dit qui a envie de faire un peu de théâtre. Donc, c'est des gens qui faisaient véto, qui sont venus là, qui n'avaient jamais fait de théâtre non plus. Ils se sont dit, oh, ça peut être rigolo de faire ça. Et j'avais une amie qui, elle, faisait du théâtre amateur et elle avait un metteur en scène. Et il montait des pièces de théâtre tous les ans. Et elle m'a dit, si tu veux, je te présente mon copain metteur en scène, parce que là, nous, on naviguait, on se voyait tous les mardis dans l'amphi d'anatomie à l'école vétérinaire et on amenait des textes qu'on avait lus et on jouait comme ça pour s'amuser et des trucs. Et donc, il y a ce metteur en scène de troupe amateur qui est arrivé et qui a structuré tout ça, qui a dit, attendez, on va faire une pièce de théâtre, ça sert à rien de faire des textes comme ça, on va faire une pièce. Donc il a choisi une pièce, pendant les quelques mois qui restaient, avant la fin de l'année, on a répété cette pièce de théâtre. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez du titre ou pas? Bien sûr, bien sûr. C'est une pièce très drôle qui s'appelle « Je veux voir Miusov ».
qui était une pièce de boulevard russe, qui a été jouée par Jacques Fabry. C'était d'ailleurs une des rares pièces que j'avais vues quand j'étais môme. Mes parents avaient été la voir. C'était un très gros succès à Paris. Très très drôle, c'était Jacques Fabry et toute sa troupe qui jouait ça. Une pièce vraiment très amusante. J'ai vu d'ailleurs qu'elle a été rejouée il n'y a pas longtemps, quelque part. J'ai vu ça sur Facebook, des gens qui jouaient Je veux voir Miusov. Une pièce vraiment très amusante. Et c'est là où vous vous êtes... D'un auteur russe, Valentin Kataïev, ça me revient son nom. Ah oui. Ouais. C'était une pièce qui critiquait tout l'univers soviétique, l'univers stalinien, tout ça, mais vraiment en comédie. Donc c'est à ce moment-là où vous vous êtes dit « je fais rire ». Vous vous êtes rendu compte? Je faisais rire. Avant? Chez moi, j'étais quand même un peu le clown de la maison, donc je faisais rire quand même pas mal. En première terminale, je faisais rire un peu mes potes. J'ai passé beaucoup de temps viré par les profs en dehors de la classe quand même. Ouais. Qu'est-ce qui vous a attiré en premier dans ce métier? Alors, en premier, moi, je n'avais jamais écrit, donc c'était être acteur. J'ai commencé donc à l'école vétérinaire comme acteur. Donc, on a joué la première année cette pièce de Valentin Kataïev, Je veux voir Miusov. La deuxième année, on a joué un truc d'Anouilh, je crois. La troisième année, une pièce de Goldoni, Harlequin, serviteur de 2 mètres. Une très belle pièce où je jouais Harlequin. Et puis, donc moi, au fur et à mesure de ces années-là, je commençais à découvrir le théâtre que je connaissais pas avant. C'était l'explosion du café-théâtre à l'époque. Il y avait la Veuve Pichard qui est devenue le Point-Virgule, il y avait le Splendide, il y avait la Café de la Gare, les Blancs-Manteaux, tout ça. Donc tout d'un coup, je me suis mis à lire beaucoup au théâtre. En plus, Maison Alfort était pas loin de Vincennes, donc j'allais à la cartoucherie aussi voir les pièces de Mnouchkine, au théâtre de l'Aquarium. Enfin, j'ai commencé à découvrir le théâtre à ce moment-là, en fait. Et puis, comme c'était l'explosion du café-théâtre, tout d'un coup, j'ai vu une pièce à la Veuve Pichard, où il y avait des jeunes acteurs qui débutaient, qui avaient pris ce café-théâtre-là. Il y avait Martin Lamotte, il y avait Lanvin, il y avait Renaud, il y avait Dominique Lavadan, qui faisaient un peu concurrence, entre guillemets, parce que c'est des copains avec le Splendide. Et ils écrivaient leurs pièces, et j'ai vu une pièce écrite par Martin Lamotte, vraiment, et je me suis dit, waouh, mais c'est un genre de théâtre qui est très sympa. Je me suis dit, si ça se trouve, je peux écrire un truc comme ça pour les copains de l'école vétérinaire. Du coup, avant la dernière année, avant la 4e année, pendant juillet-août, où on avait les vacances, j'ai écrit une pièce pour les copains de la troupe de l'école. Donc en rentrant en septembre, ils m'ont dit, qu'est-ce qu'on va jouer et tout. J'ai dit, écoutez, j'ai écrit ça, vous voulez lire? Et ils m'ont dit, mais c'est super drôle. Bah oui. C'est la première fois que j'écrivais, hein, j'avais jamais écrit avant. Et on va jouer ça. Et donc on a joué cette pièce, qu'on a rejouée pas seulement à l'école vétérinaire, mais un peu dans d'autres endroits après tout ça. Et c'était mes débuts d'auteur, et voilà. C'est fou quand même. Oui, tout ça, c'est des hasards de la vie, des choses qui s'enchaînent en fait, comme ça. Et ensuite, ensuite, je suis sorti de l'école vétérinaire, j'étais véto, fallait donc que je gagne ma vie comme vétérinaire, mais j'avais dans la tête maintenant de vouloir être acteur, de plus vouloir être véto, quoi. Du coup, je travaillais dans une clinique pas très loin, plutôt d'ailleurs, pas très loin d'ici, 3 jours par semaine. Et les 3 autres jours, j'ai pris des cours de théâtre. Tout d'un coup, je me suis dit, mais il faut quand même peut-être que je prenne des cours de théâtre parce que tout ça est très amateur pour l'instant. Donc Là, vous aviez à peu près une vingtaine d'années? En sortant de l'école vétérinaire, j'avais 24 ans. C'est ça, ok. Et donc, j'ai commencé à prendre des cours de théâtre dans un cours qui était rue Richer, qui était un cours un peu connu à l'époque. Et là, j'ai découvert vraiment le théâtre. J'ai découvert Victor Hugo, j'ai découvert Shakespeare, j'ai découvert plein d'auteurs, des vrais auteurs. Et là, je me suis dit, en jouant toutes ces pièces pendant ces années dans cette école de théâtre, je me suis dit, ouais, mais eux ils savent écrire. Moi j'écris mes conneries. Donc ça m'a, pendant 2 ans, j'ai plus écrit du tout, en fait, parce que j'ai eu un complexe terrible en disant, mais je suis pas du tout un auteur, j'écris c'était un peu du café-théâtre, des conneries, quoi. Donc, mais je me suis formé comme acteur. Voilà, donc vous êtes rentré dans une formation pendant quelques années. Je suis entré dans une formation et pour comprendre vraiment ce que c'était que le métier d'acteur, comprendre à aller chercher ses sentiments, comprendre à les exprimer rapidement, tout d'un coup, voilà. Parce que ça, c'est quelque chose que j'avais pas appris, évidemment, à l'école vétérinaire.
Et là, vous vous êtes vraiment dit, il y a une formation à faire pour c'est indispensable. Chercher les émotions, se lâcher encore plus. Mais oui, bien sûr. Non, mais c'est très important. Moi, j'ai eu des grandes découvertes en étant dans ce cours, qui était le Studio 34, ça s'appelait, oui. Avec des profs super. Et j'ai vraiment découvert tout d'un coup ce que c'était qu'être acteur, de pouvoir tout d'un coup être juste, en fait, être vrai. Pas fabriquer un personnage, mais être vraiment... là. Être là. Jouer, c'est-à-dire incarner. Parce qu'au départ, j'avais toujours l'impression de jouer un peu, de fabriquer quelque chose, mais je n'avais pas appris. Et là, j'ai vraiment appris tout d'un coup à être vrai, en fait. Être juste. Être juste, ça, c'est important. Donc, vous avez pris des cours de théâtre. Donc, j'ai pris des cours de théâtre pendant 2 ans, mais j'étais veto toujours à l'époque. Mais j'avais toujours cette envie quand même de réécrire un jour. Et c'est marrant, comme toutes les choses sont liées, à la fois mon métier de veto et le métier que j'ai fait après. Parce qu'un jour, à la clinique, une dame est arrivée en larmes et elle avait une enveloppe avec des poils de son chat dedans et on lui avait volé son chat et on lui demandait une rançon pour récupérer son chat. Donc, elle était venue me demander qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'elle devait faire. Elle pleurait. Et moi, en l'écoutant, je me suis dit, il y a une pièce de théâtre à faire avec ça. Et du coup, ça m'a redéclenché. Cette envie d'écrire. Cette envie d'écrire. Et j'ai écrit une pièce qui s'appelle Du ronron sur les blinis, qui est l'histoire de mecs qui enlèvent des chats pour avoir des rançons. Et cette pièce, on l'a jouée au point-virgule. On l'a jouée 1 an. C'était un très grand succès. Et c'est ça qui m'a permis vraiment de me faire connaître dans le milieu du cinéma et du théâtre, que c'est un milieu que je connaissais absolument pas. Et du coup, avec cette pièce, j'ai pu décider un jour d'arrêter veto et de me dire, maintenant, je pense qu'il faut que je me lance vraiment dans l'autre carrière que j'ai choisie. C'est d'être acteur, et ensuite d'être acteur, et ensuite scénariste, auteur. Et puis, donc j'ai écrit d'abord... donc comme j'avais écrit cette pièce qui avait bien marché, il y a des gens, des producteurs qui sont venus me voir, tout d'un coup les gens se sont dit, il y a un jeune auteur qui débute, des trucs drôles et tout, on m'a commandé des scénarios. Donc j'ai écrit 2 premiers scénarios, un qui était Black Micmac, ce très grand producteur qui s'appelle Christian Fechner, qui m'a commandé d'écrire avec Thomas Gilou un film dans lequel Jacques Villeray devait être le rôle principal. Et puis presque en même temps un autre scénario qui était L'œil au beurre noir, où là c'est Pascal Légitimus Esmaïn, que je connaissais évidemment du Café Théâtre, tout ça, qui voulait faire un film sur un black et un beurre, etc. Et qui avait rencontré un producteur, et puis ils m'ont demandé d'écrire un scénario avec un ami, avec Jean-Paul Lilienfeld. Voilà, donc à la fois Black Micmac et L'œil au beurre noir se sont fait pas très loin l'un de l'autre. C'était 2 scénarios et les 2 ont cartonné. Et alors, voilà. Et du coup, après, on m'a demandé d'écrire un 3e et on m'a demandé de le réaliser. Et c'était génial, Mes parents divorcent. Mes parents divorcent. En tant que scénariste, comment on s'y prend pour créer toute une histoire? Est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'il y a un processus en particulier? Maintenant, il y a des processus, en fait. Mais bon, maintenant, il y a des écoles de scénaristes. Avant, ça ne s'apprenait pas scénariste, en fait. Maintenant, il y a des cours de scénario. On apprend des méthodes très particulières, mais à l'époque, c'était à l'instinct. Moi, j'avais été beaucoup au cinéma, j'habitais pas loin de la cinémathèque, donc j'allais beaucoup à la cinémathèque, je voyais beaucoup de films à la télé, je voyais beaucoup de films au cinéma. Du coup, j'avais la sensation de savoir comment se faisait un film, en fait. Mais c'était très... c'était une sensation comme ça, il n'y avait rien du tout de formel. Et beaucoup d'improvisation? Oui, du coup, je créais des personnages, et puis c'est ces personnages qui m'entraînaient vers des situations. Je savais où on devait aller, évidemment, en écrivant le scénario, on savait ce qu'on devait raconter. Mais il n'y avait pas de... Maintenant, toutes les 10 minutes, il faut qu'il se passe ça. Maintenant, tout est écrit. Tout est écrit, il faut rentrer dans des cases. Ce qui fait qu'on a l'impression des fois que les films se ressemblent tous. En fait, ça perd un peu de son charme. Ouais, mais je trouve qu'on a l'impression de voir un film qu'on a déjà vu, parce que effectivement,
c'est des cases qu'on remplit, il doit se passer ça à tel moment, ça à tel moment, ça à tel moment précis, ça à tel moment précis. Et je pense que ça a enlevé un petit peu la spontanéité d'un auteur et l'originalité d'un auteur. Vous voyez un film comme 9 mois, par exemple. Le film, il est construit d'une manière totalement anormale par rapport à un scénario de maintenant. Aujourd'hui, je présenterais ce film dans des comités, il serait viré tout de suite. Parce qu'il est construit sur 9 mois, premier mois, deuxième mois, troisième mois, avec des mois très courts, des mois très longs, sans aucune rigueur, en fait. Mais simplement dicté par ce que ce couple est en train de vivre en attendant la naissance de cet enfant voulu et pas voulu. Et c'est ça qui fait tout le film. Et tout d'un coup, on passe du 3e au 4e mois avec surprise, tout d'un coup, parce que moi, je l'ai décidé. Mais aujourd'hui, je présenterai le scénario quelque part. Oui. Il serait viré immédiatement, en fait. Donc, dans 9 mois, en 1994 ? On est en 94. Mois, il est sorti en 94, je l'ai tourné en 93. On parle de famille, on parle des angoisses liées à la parentalité avec beaucoup, beaucoup d'humour, encore une fois. D'où vous est venue cette idée de parler de ça ? Alors, mon épouse était enceinte et j'ai un cousin qui est acteur, qu'on connaît beaucoup, qui fait beaucoup de théâtre, qui est Daniel Russo. Et on faisait un brunch, que Daniel et nos épouses. Et on parlait de la grossesse de ma femme. Elle devait être au 3e, 4e mois, je ne sais plus. Donc on parlait de sa grossesse. Et tout d'un coup, Daniel s'est mis à déconner sur la grossesse qu'il lui avait vécue. Il avait eu aussi des enfants avant et tout. Et comment il avait grossi. On s'est mis à parler de la couvade. La couvade, la fameuse couvade, mais qu'on ne connaissait pas à l'époque. Moi, je savais pas ce que c'était. Et Daniel m'a parlé d'un gynéco qu'il avait été voir avec sa femme et qui, tout d'un coup, lui parlait à lui et pas à sa femme. Et elle était ultra vexée qu'il ne lui parle qu'à lui. Et j'ai regardé et je dis à Daniel, mais attends, on va faire un film là-dessus, c'est trop drôle. Non, ça s'est passé au cours d'un brunch un dimanche matin. Et j'ai dit, écoute, j'écris le film, je t'écris un rôle, je m'écris un rôle et on va déconner sur la couvade et sur la grossesse. Voilà. Donc ce film a cartonné en France. Il a même été repris donc, aux États-Unis, 9 Months. C'est quoi de voir son nom comme ça à l'international ? C'est un très grand, j'avoue que c'est un très très grand moment de ma carrière. D'abord parce qu'il y a eu un contact avec Chris Columbus qui allait réaliser le film pour la Fox. Très bon, je l'ai eu au téléphone, on a parlé du scénario, il a écrit lui son scénario à partir du mien. Et on a eu des échanges, je lui ai demandé pourquoi il avait enlevé telle scène, pourquoi telle autre. Mais en même temps, c'était son film, c'est lui qui l'écrivait, c'était tout à fait logique. Mais on a eu un très bon échange et du coup, il m'a dit, mais tu vas venir sur le tournage, il faut que tu viennes, il faut qu'on se voit, tout ça et tout. Voilà, du coup, j'étais à San Francisco sur le tournage de 9 Months, rencontrer les acteurs qui avaient été choisis. Il y avait Hugh Grant qui a été choisi pour faire mon rôle. Bon, ok, il est moins beau que moi, mais c'est pas grave. Ah oui. Ce n'est que Hugh Grant. Je confirme. Mais il est sympa quand même. Donc il y avait Hugh Grant, il y avait Robin Williams, il y avait Tom Arnold qui jouait le rôle de Daniel. Que des têtes d'affiche. Julianne Moore, Jeff Goldblum, enfin un truc de fou. Et ça a été un moment, un grand moment, un moment génial. J'avoue que je suis arrivé sur le plateau. Le rouge s'est éteint. Je dis bon, je vais rentrer et tout. Je pensais que c'était le petit Français qui arrivait sur le plateau là-bas aux États-Unis. Et je suis tombé sur Hugh Grant. Et je savais même pas qui m'avait vu. Et en fait, Chris Columbus, le metteur en scène, avait montré mon film à tous les acteurs qui allaient jouer dedans. Et du coup, il fait « Well, Patrick is here !» Il appelle Robin Williams, il fait « Robin, Patrick !» Je regarde derrière moi, et quel Patrick arrive. C'est qui ça? Donc voilà, c'est un grand moment parce que c'était génial d'être accueilli comme ça. On a passé vraiment quelques jours avec eux, très amical, convivial, enfin très sympa. Et puis après, j'ai été à l'avant-première qui avait lieu à Los Angeles, le tapis rouge, machin, tout ça. Bah oui. Et c'est vrai que de voir tout d'un coup à Los Angeles le générique de la Fox, et puis tout d'un coup mon nom sur le générique d'un film américain comme ça,
c'était un grand moment de fierté. Est-ce qu'on garde les pieds sur terre? Oui, ben, on est heureux comme tout, mais évidemment, mais voilà, c'était un moment génial. Et puis, franchement, je me souviens même à la fin du film, il y avait Chris Columbus, c'était son film, donc il y avait l'avant-première, plein de gens venaient le féliciter, tout ça. Et Chris, il disait, mais c'est Patrick qui a fait c'est lui qui a écrit le truc. Enfin, il me présentait aux gens. Et je dis, mais... Comme une star. Ouais, et c'était fou parce que c'est son film, et c'était son avant-première. Mais voilà, c'est des sacrés moments. Ouais. Après 9 mois, Is No Good. Après 9 mois, il y a eu d'autres films. Mais... Ouais, Is No Good, oui, c'est le dernier. Et Is No Good, donc adapté d'une BD culte. Comment on fait pour transposer cet univers au cinéma? C'est pas compliqué, ça? Si, c'est toujours un challenge d'avoir à transposer un univers de bande dessinée au cinéma. Il y a eu beaucoup qui ont été faites. Il y en a qui sont plus ou moins réussis. Il ne faut pas hésiter, je pense, à quitter un peu l'univers en fait de la bande dessinée et apporter son univers aussi, ce qu'on veut dire avec le film. Ouais, c'est toujours un peu compliqué. Vous voyez, tous les Astérix qui ont été faits, ils ne sont pas tous bons. Non, je suis d'accord. Et celui de Chabat... C'est quoi, du coup, qui fait la différence? Chabat, il a amené son univers, ses vannes à lui, dedans. Donc, il y a l'image d'Astérix, d'Obélix, il y a cette image-là, mais il y a son univers, il y a ses vannes à lui, dedans. Avec Jamel, qui apporte plein de trucs, tout ça. Darmon, enfin... Donc, c'est important d'apporter son propre univers à soi quand on veut faire un film comme ça. Et en fait, moi, quand j'ai eu envie de faire Is No Good, finalement, c'est en voyant le Disney, le Aladdin de Disney, je me suis dit, mais il y a il y a un film à faire avec les 1000 et une nuits. Pour moi, c'était les 1000 et une nuits. Donc, et je trouvais qu'Is No Good était une bonne idée pour faire un truc sur les 1000 et une nuits. J'aurais pu faire Aladdin, d'ailleurs. Kev Adams, il a fait Aladdin. Donc, ça aurait pu être Aladdin, mais je trouvais qu'Is No Good était un personnage intéressant. Du coup, il n'y avait pas d'histoire vraiment dans Is No Good. C'était des toutes petites histoires. C'était pas des grands albums longs et tout ça. Donc, du coup, j'ai été prendre les personnages qu'il y avait à l'intérieur, les génies, le méchant Paul Mancar, la princesse, les machins, tout ça, évidemment le calife et le vizir, avec cette histoire de ce vizir qui va être calife à la place du calife. Ça, voilà. Et donc, de construire une histoire qui n'existait pas, qui rapproche des 1000 et une nuits, et puis j'avais envie de faire un peu mon Bollywood à moi. C'est-à-dire que j'avais envie que ce film, il tire un peu vers les comédies musicales indiennes que j'adorais. J'en regarde plus maintenant, mais j'adorais à l'époque les comédies musicales indiennes. C'était très coloré. Et donc, voilà, donc on s'est mis à écrire des chansons, prévoir des danses, etc., à faire une sorte de comédie musicale indienne avec Is No Good, en fait. C'est un super film, moi j'ai adoré. Donc, vous faites souvent des comédies, ok. Qu'est-ce qui fait une bonne comédie? J'allais dire, en fait, simplement, je pense, la sincérité. Je crois que c'est la chose essentielle, en fait, pour faire une bonne comédie. Il y a beaucoup de comédies qui sont faites, je trouve, mais avec des mauvais... ça part mal. On ne sent pas de sincérité au départ, on crée des histoires alambiquées... et on essaie de faire passer ça auprès du public et tout, mais ça prend mal. On se dit on va prendre tel acteur parce qu'il est bon, mais dès le départ, c'est pas bien. Et c'est des fausses bonnes idées. Et je trouve que quand il y a la sincérité, là, les gens, ils adhèrent. Vous voyez, les films de Toledano Nakache, il y a une sincérité, les gens, ils adhèrent. Ça match tout de suite. Ben ouais, ça match. Et le film d'Artus, qui a fait un carton, il y a une sincérité, une vraie sincérité quand il fait son film. C'est pas gagné au départ de faire un film avec des handicapés, etc. Tout ça, on se dit, ouais, il est parti dans quoi? Mais il y a une telle sincérité dans son truc que finalement, on aime ça. Et je crois que c'est ça la chose principale. C'est une très bonne réponse. Ça a marqué un point, là. Quand vous travaillez sur un film, vous démarrez par quoi? Sur les personnages, le thème, la situation? Le thème, ce que j'ai envie de dire, en fait.
Et ensuite, Et après, je vois la meilleure manière de raconter ça. Quand je fais Génial, mes parents divorcent, j'ai vraiment envie de faire un film sur le divorce, il y a longtemps maintenant, mais à l'époque, les enfants de divorcés étaient très minoritaires dans les classes. C'était des moutons noirs, en fait. Bon, puis maintenant, maintenant c'est commun. Maintenant, c'est commun, ça a inversé beaucoup. Mais à l'époque, quand des enfants avaient des parents divorcés, il y avait d'autres enfants qui ne voulaient pas les inviter chez eux. C'est vrai. Tout d'un coup, on disait les parents sont divorcés. Il y avait tout un truc dessus. Donc, j'ai eu vraiment envie de faire un film sur le divorce, sur ces enfants de divorcés. Et puis, je me suis dit qu'un genre de guerre des boutons, de guerre entre les clans de divorcés et non divorcés, ça pouvait faire un truc qui serait drôle. Donc, je suis vraiment parti sur cette idée-là au départ. Quand j'ai fait 9 mois, c'est vraiment parti sur le thème, finalement, de la couvade, de montrer la grossesse du côté des hommes, de ce que les hommes vivent pendant la grossesse de leur femme, qui n'avait jamais été montré, en fait, à l'époque. Donc, c'est vraiment des thèmes, au départ, qui me donnent envie d'écrire un film. En tant que réalisateur, comment vous décrirez votre manière de diriger les comédiens sur un tournage ? Alors, comme j'ai joué dans la plupart de mes films, pas trop dans Is No Good, j'avais juste une journée de tournage, c'est tout. Je m'étais donné qu'une journée, c'était un film trop lourd, trop gros, trop difficile à faire pour jouer plus. Mais en général, dans mes films, comme je joue beaucoup le personnage principal, en fait, j'entraîne les acteurs dans mon univers, en fait. Et on joue ensemble et ils comprennent assez rapidement comment faut qu'ils jouent. Mes scénarios sont en général très détaillés. Sur une manière de dire les dialogues. Est-ce que vous laissez l'improvisation un peu ? Ah oui, bien sûr, c'est important. Il y a des acteurs qui sont formidables en improvisation, d'autres non. Mais il y a des réalisateurs qui interdisent aussi. Ils veulent le texte, au mot près. Alors moi, je veux le texte. L'improvisation, c'est pas de changer le texte. Non, mais parce que quand on écrit une comédie, le texte est effectivement quelque chose de très important. Et des fois, de changer un mot, ça va être moins drôle. Les acteurs se rendent pas compte. Ils changent un mot, ils changent une musique. Il y a une musique qui est créée dans un dialogue pour qu'il soit drôle. Et cette musique-là, elle est capitale. Francis Weber, il sait à quel point cette musique est importante. Lui, il fait recommencer 40, 50 fois les acteurs sur un dialogue et tout. Ils deviennent fous. Sur ses films, ils devenaient tous dingues de recommencer 40, 50, 60 fois, des fois, de dire une phrase, quoi. Mais parce qu'il a sa musique en tête et que cette musique, elle est très importante dans une comédie. Donc, on ne peut pas changer... Il y a des acteurs qui aiment bien changer les mots. Non, parce qu'ils ont souvent tort. Ils sont souvent pas auteurs, ils sont acteurs. Donc, il ne faut pas qu'ils changent. Si c'est bien écrit, il ne faut pas le changer. Voilà. Il y a des fois des choses qui sont mal écrites. Voilà. On a envie de changer parce qu'on se dit qu'on peut améliorer, c'est vrai. Donc, ça c'est important. Mais l'improvisation, quand on a des acteurs géniaux, il faut les laisser y aller parce que de toute façon, au montage, si c'est pas bon, on enlève, c'est tout. C'est pas comme au théâtre. Non, on coupe ce qui est pas bon. Mais vous voyez, un acteur comme Daniel Russo, qui a joué dans 9 mois, qui a joué aussi dans un autre de mes films, qui est Deuxième Vie aussi, j'avais créé un rôle pour Daniel dedans. C'est un acteur qui est capable d'improviser des choses. Il travaille même ses improvisations, il est extraordinaire, Daniel. Donc, faut le laisser aller sur l'impro, parce que tout d'un coup, ça peut partir dans des choses magnifiques. Et après, on monte, si c'est trop, au montage, on monte pas, on coupe un peu. Mais il y a une scène, je me souviens, toute ma vie, je me souviens de cette scène dans 9 mois où on est avec des infirmières, bien avant la naissance. Et on nous apprend, à nous et nos femmes, comment il va falloir laver un bébé une fois qu'il sera né. Alors, on est avec des poupées, comme ça, dans des petites baignoires. Et il y a un moment, donc l'infirmière qui m'apprend comment il faut faire. Alors elle dit c'est bien, vous faites très bien et tout. Et Daniel, on voit que ça l'énerve que moi je fasse bien les trucs. Et il prend le bébé par les pieds, il le retourne et il y a la tête du bébé qui est dans la baignoire. Et elle lui dit mais vous allez le noyer comme ça. Et il commence à s'énerver et il arrache la tête du bébé. Et il fait voilà comme ça il va plus se noyer. Il jette le bébé. Et ça c'est improvisé totalement.
Et c'est une scène magnifique où on voit un mec qui pète les plombs et qui arrache la tête du bébé devant tout le monde qui est outré. Voilà, c'est des impros. Il y a des acteurs qui sont capables de faire des choses formidables. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez d'une scène compliquée, très compliquée à tourner, qui vous a demandé de puiser une énergie dingue? Ouais, j'ai eu quelques scènes des fois compliquées avec des acteurs, des actrices un peu difficiles. Un peu compliquées donc. Ouais, un peu compliquées. Bon, c'est des mauvais souvenirs, il y en a de temps en temps. Non, mais des fois il y a des choses difficiles à faire quand il y a beaucoup de figurations, par exemple. Des centaines de sur Is No Good, on avait une scène. Je sais, une des rares fois où je me suis vraiment énervé, j'ai pété les plombs. Sur un tournage, en général, je suis plutôt cool et sympa, et là, j'ai pété les plombs, c'était terrible. Mais j'avais une scène où il y avait vraiment des centaines de figurants qui rentraient sur la place de la ville où se tournait le film, et il y avait l'arrivée de la princesse qui avait été enlevée, qui arrivait sur un dromadaire, dans un caravansérail, enfin dans un truc. Et il y a des centaines de gens, la musique, les machins, les musiciens devant, enfin une scène considérable avec des dromadaires, un éléphant, enfin un truc énorme à faire. Et j'avais prévu un plan où elle ouvrait le rideau derrière, qui était derrière, pour faire un signe à quelqu'un, etc. Et au moment où on fait le plan, où il y a tout le truc, elle ouvre pas le rideau. Alors, coupé et tout. Donc je dis, mais pourquoi elle ouvre pas le rideau et tout? Alors je vais la voir, elle me dit, mais il y a pas de fente dans le rideau, et le rideau est... Alors que des mois avant, j'avais prévu, avec les décos, machin, de faire un truc spécial, parce qu'il allait y avoir ce plan très compliqué, que la caméra allait venir sur le rideau, que le rideau devait s'ouvrir. Et là, il n'y avait pas de fente qui avait été fait dans le rideau. Et là, j'ai pété un plomb. Voilà. T'as pris le ciseau? Comment c'est passé? Non, mais j'ai commencé à hurler. Enfin, c'est horrible, ça m'arrive jamais. J'ai eu honte après d'insulter tout le monde. Et puis, oui, on a pris un couteau, on a ouvert le truc. Enfin, j'ai arraché le truc, machin. Voilà. Il y a des fois des choses compliquées à faire et on a tout prévu. Est-ce qu'on a gardé la scène? Et ça se passe. Oui, la scène est là, bien. Ouais. Le cinéma comique français a pas mal changé depuis que vous avez commencé. Beaucoup, oui. Bien sûr. On voit ça comment? Il y a des talents, il y a des choses, vraiment, il y a des choses, il y a des gens super, il y a des très bons metteurs en scène, il y a des super acteurs. Enfin, je trouve qu'on a un paquet d'acteurs vachement bien. Mais j'ai le sentiment, alors par rapport à la comédie, j'ai le sentiment qu'il y a plein de producteurs ou de gens des chaînes, je sais pas, qui savent pas bien lire en fait. Donc ils font fabriquer des films qui sont faits pour être drôles et qui sont pas drôles. Moi je trouve qu'il y en a un paquet que je vois. Et... Alors ce qui est compliqué, parce qu'un film drôle, s'il n'est pas drôle, il reste rien. Un film dramatique, tragique, il reste toujours des choses. Même si y a des choses qui vont pas, mais il reste un univers, il reste toujours quelque chose. Un film drôle, la seule chose qu'on lui demande, c'est d'être drôle. C'est de faire rire, quoi. C'est tout. Donc, quand on voit un film drôle et qu'on rit pas, il reste rien du tout. Et qu'est-ce qui vous fait rire à vous? Ce qui me fait rire, mais c'est comme tout le monde. Ce qui me fait rire, c'est une bonne écriture, c'est des gags drôles, c'est des dialogues percutants, c'est des acteurs formidables. C'est ça. Il faut tout ça. Il faut des super acteurs. Il faut des dialogues drôles, des situations. C'est comme au début du cinéma, hein, ça n'a pas changé. Est-ce qu'on peut rire de tout? Oui, je pense qu'on peut rire de tout. Ça devient compliqué un peu en ce moment. C'est vrai. Ça devient un peu difficile de rire de tout. Faut voir d'abord qui est-ce qui est en train de faire rire, d'où il vient, ce qu'il veut dire exactement. C'est des gens qui veulent faire rire de choses un peu bizarroïdes quand même. Donc, il faut pas se limiter, mais il faut voir qui est qui, en fait. Il faut avoir l'œil vif. Oui, il faut avoir l'œil vif parce que oui, il y a des choses dangereuses. Il y a des gens avec l'humour qui font passer des choses dangereuses. Il faut savoir qui est qui.
Un conseil pour un jeune réalisateur ou scénariste qui aurait envie de se lancer dans ce métier? C'est un super métier, vraiment. C'est un métier magnifique. Mais c'est un métier difficile. Il faut avoir la passion. Il faut vraiment pas pouvoir faire autre chose pour faire ça. Donc, il faut vraiment être sûr qu'on veut le faire, pas le faire en dilettante. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Mais il y a quand même de la place. On voit, hein, je trouve, il y a beaucoup de jeunes metteurs en scène, de jeunes acteurs, de jeunes scénaristes. Oui, il y a la place. Et puis maintenant, il y a des écoles en plus. Et puis, il y a plein de moyens maintenant de faire des choses. Il suffit de prendre un iPhone, vous faites un film. Aujourd'hui, oui, c'est vrai. Ben ouais. Claude Lelouch, il fait des films avec l'iPhone. Avec le téléphone. Mais on peut vraiment... Alors, au départ, il fallait une caméra, il fallait la louer, il fallait de la pellicule, la faire développer, il fallait de l'argent pour faire un film. Maintenant, il y a des festivals de trucs sur 1 minute, 5 minutes. C'est pas compliqué. Si on a du talent et si on a envie de faire quelque chose, il suffit de prendre son iPhone et puis de filmer, quoi. C'est facile. Et après, on peut mettre sur YouTube, on peut montrer ce qu'on a fait. Enfin, il y a des outils aujourd'hui pour les jeunes metteurs en scène, les jeunes acteurs. Il y a des outils qui sont incroyables. Tout Internet, on met ça sur Facebook, on met sur Insta, on met sur TikTok ce qu'on a fait. Enfin, il y a plein d'endroits où on peut montrer ce qu'on fait. Avant, on pouvait pas. Vous n'avez pas vu sur TikTok? Ah non, je suis pas sur TikTok. Je plaisante. Non, je parle pas assez chinois. Est-ce que vous avez une petite anecdote à me raconter comme ça, que vous avez pu vivre dans le milieu? Un truc drôle? Est-ce que vous me faites rire? Un truc drôle, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. J'ai vécu plein de choses amusantes. Il n'y a pas un truc qui me vient là comme ça, je sais pas. Bon, j'ai vécu plein de moments formidables. Rien qu'en faisant 9 mois, vraiment, il y avait une ambiance de dingue. Il y avait une ambiance de dingue sur le film. Avec Pascal Légitimus, Catherine Jacob, Philippe Leroy-Beaulieu, Daniel Russo, tout ça. C'était des moments tellement joyeux que presque tous les soirs, il y avait une équipe du film qui faisait une fête. L'équipe de la déco, l'équipe de la lumière, l'équipe du son. Ils faisaient des fêtes après le tournage et il y avait des moments où on tournait, les fiestas continuaient jusqu'à 5-6 heures du matin. On était dans des maisons à la campagne, tout ça. Et on reprenait le tournage le matin et les gens avaient dormi par terre dans le jardin. Enfin, il y avait des moments, comme ça, mais c'est vrai, il y avait des moments formidables de dinguerie. Et je me souviens de la scène de l'accouchement où Pascal Légitimus pète les plombs. Pour Pascal, c'était le début du tournage. Il commençait presque par cette scène-là. Mais déjà, avec Daniel et Catherine Jacob, on avait déjà tourné des scènes avant qui étaient des scènes délirantes. On éclatait de rire, on faisait attention vraiment en jouant, de ne pas se marrer. C'était dur. On voyait l'équipe, le cadreur, Berthaud, derrière la caméra, il bougeait comme ça, tellement il se marrait au tournage. Et Pascal arrive, et il y a la scène de l'accouchement. Et donc, je lui dis, non, mais tu peux y aller pour l'accouchement, je te jure, tu peux parler en anglais, en espagnol, tu peux faire l'accouchement. Il dit, non, mais qu'est-ce que tu me demandes? Il dit, vas-y, Pascal, je te jure, lâche-toi, tu peux y aller. Et tout d'un coup, il se met à faire l'accouchement, on disait, le bébé, des trucs et tout. Et moi, j'étais derrière l'écran contrôle, j'étais mort de rire. Et Pascal, après, il me regardait, c'est pas trop chiant, vas-y. Encore. Et c'était des moments incroyables, c'était des moments qui ont donné cette scène, qui est vraiment une scène culte, la scène de l'accouchement de oui. C'est une scène énorme, en fait. Ouais. Y a-t-il un message ou une émotion que vous aimeriez vraiment laisser à travers vos films? À travers mes films, je sais pas, j'ai juste essayé de me montrer moi avec la tendresse et la sincérité que je pouvais avoir en faisant les films. Hein. C'est tout. C'est une superbe réponse. Les projets de Patrick Braoudet, si on peut en parler. Alors les projets, écoutez, oui, alors je fais plus de théâtre maintenant depuis quelques années. En fait, tous les 2-3 ans, je suis au théâtre.
Là, cette année, j'ai fait 2 lectures. J'espère que les 2 vont se faire. C'est deux projets de théâtre complètement différents. Il y a un seul en scène, très émouvant, pas drôle du tout, un truc tristounet et en même temps très beau, et en même temps plein d'espoir, qui est une histoire adaptée d'un bouquin écrit par Jean-Louis Fournier qui a perdu sa femme. Il a écrit un livre pendant l'année qui suivait où il parlait à sa femme. Il regrettait de ne pas lui avoir dit tellement elle était formidable, tellement elle lui avait apporté de choses, tellement il l'avait aimée et qu'il lui avait pas dit tout ça pendant. Donc il lui dit tout ça après sa mort. C'est très beau. C'est évident, ça fait pleurer beaucoup, mais c'est très très beau. C'est un texte magnifique. Donc j'espère que je vais pouvoir faire ça. Et puis j'ai fait une lecture d'une pièce de Bernard Bitan et d'Élie Chouraki, donc avec Bernard Bitan aussi, là, et qui est une pièce très drôle. Je suis allée voir et je confirme, c'est très drôle et j'ai très envie de vous voir. On doit refaire encore une lecture au mois de janvier pour cette pièce, pour trouver le théâtre où jouer. Voilà, d'autres projets, des écritures aussi. Je suis aussi sur des écritures à la fois de théâtre et de films. Et puis, j'arrête pas. Et puis, je fais des expos de photos aussi. La photo aussi, qui est ma passion de jeunesse. En fait, j'ai commencé la photo, j'avais 17 ans. Et puis, depuis une douzaine d'années, je fais des expos de photos maintenant aussi, en plus. Voilà. Je me suis rajouté un peu de... C'est quand la prochaine expo ? La prochaine expo, c'est vendredi 13, là, vendredi 13 décembre. Vendredi, samedi, dimanche. Où ça ? Là, à la Halle des Blancs-Manteaux. À la Halle des Blancs-Manteaux. À la Halle des Blancs-Manteaux, 48 rue Vieille du Temple. Voilà, le vernissage est vendredi après-midi vers 16h. Et voilà, il y a des photos qui vont être exposées jusqu'à dimanche. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire concernant ce texte un peu triste, ce personnage qui n'est pas drôle du tout. Comment on fait pour aller se nourrir de ce genre de personnage quand vous êtes beaucoup plus dans l'humour? Est-ce que vous allez chercher... Je reviens toujours à la sincérité, en fait. Il faut vraiment vivre les situations, quoi. Il faut être vraiment dans la tristesse. Mais vous travaillez avec des images ? Vous imaginez des choses ? Comment ça se passe dans votre tête ? Non, le texte est assez fort pour... en étant sur le texte, les images viennent tout de suite, parce que ce texte raconte des images tristes. Et pas que tristes, d'ailleurs. Mais un acteur, il doit pouvoir tout de suite aller vers des sensations, vers des émotions, immédiatement, quoi. Au cinéma, on a le temps d'amener des choses. Au théâtre, il faut amener tout de suite l'émotion. Oui, il y a quand même tout un travail en amont qui est quand même la répétition. Oui, mais il faut trouver l'émotion qu'on veut faire passer immédiatement. On n'a pas le temps de... Non. Il y a eu la préparation, il y a eu les répétitions de la pièce, c'est de se mettre à tel endroit, évidemment de voir jouer certaines choses à certains moments, les déplacements, tout ça. Mais l'émotion qu'on doit amener, elle est immédiate et elle doit être spontanée et tous les soirs, elle est à recommencer au même moment, en fait. Est-ce que vous angoissez avant de monter sur scène ? Non. Est-ce qu'il y a une petite partie de stress ? Aucune ? Écoutez, quand j'ai commencé, vraiment ma première pièce de théâtre, donc on avait joué 1 an au point virgule, tous les soirs, quand je montais sur scène, j'avais un trac. Mais mes partenaires, ils n'en pouvaient plus. On était dans les loges, j'avais envie de vomir. Ils n'en pouvaient plus de me voir. J'avais des hauts le cœur. Mais tous les jours, ça durait avant de monter sur scène. C'était une horreur. Ce qui fait que vraiment, après avoir souffert autant, j'ai pas refait de théâtre pendant 25 ans, 26 ans. Ce trac était trop. Et puis, mon épouse prend les droits d'une pièce israélienne pour l'adapter. Et elle me dit, écoute, tu dois jouer le personnage. Tout ça. Je dis, mais je ne vais pas faire de théâtre. Elle me dit, j'en ai marre. Que tu fasses plus de théâtre, c'est n'importe quoi. Il
faut que tu reviennes au théâtre. Donc, du coup, on a monté cette pièce au studio des Champs-Élysées et tout d'un coup, j'ai vu la première arriver, il y avait le théâtre, tout ça, je dis, ça recommence. Ça va recommencer, c'est horrible et tout. Je me suis dit, mais pourquoi je me remets là-dedans? Et j'arrive dans les loges pour jouer et tout. Zéro trac. Mais rien, quoi. Et vous l'expliquez comment? Ça, tac, je monte sur scène, mais comme ça, quoi. Je dis, mais c'est dingue, ce truc. Je ne sais pas. J'avais plus le trac. Et toutes les pièces que j'ai refaites après tout ça, j'avais plus le trac. Mon trac, il dure, allez, 2 secondes quand il est long. Un petit truc dans la gorge, je fais ça. Mes partenaires, ils me regardent, ils font, t'as le trac. Hein. Je fais, et puis je rentre sur scène, et j'ai plus le trac. En fait, il a disparu. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Par ces temps compliqués. Ouais, écoutez, le bonheur, c'est tout. C'est la chose la plus importante, c'est sa vie, c'est ce qu'on fait de sa vie, voilà. Oui, les temps sont difficiles. Il y a beaucoup de choses à souhaiter en ce moment. La chose principale, ça serait vraiment... ça serait de souhaiter la paix, mais c'est très compliqué, ça. Déjà, le bonheur au sein de sa famille, c'est déjà quelque chose d'important. Mais la paix, on peut la souhaiter. Oui, oui, il faut la souhaiter toujours. Est-ce que vous êtes prêt pour un petit speed quizzing? Patrick, oui. il est prêt. Il est toujours prêt. Oh, c'est bon. J'ai plus le trac. Allez. On va faire un petit speed quizzing. On y va? Ouais. Réalisateur ou acteur? Ah la vache. Acteur. Comédie ou drame? Comédie. Écrire ou diriger? Avant, c'était écrire, maintenant, diriger. 9 mois ou Amour et confusion? 9 mois, c'est des grands souvenirs. Plateau ou salle de montage? Bonne question. J'adore le montage. Je kiffe au montage. J'adore ça. Montage, j'aime bien le montage. Humour absurde ou humour de situation? Je suis plus humour de situation, mais j'adore l'absurde. Cinéma ou théâtre? Oh là là. Vous avez le droit de dire les deux, si vous voulez. Ouais, j'aime les deux. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de film, donc j'ai toujours des regrets de pas faire d'autres films pour l'instant. J'adore le cinéma, c'est... Mais le théâtre aussi. Succès critique ou succès public? Alors, succès public, parce que vraiment, succès critique, j'en ai jamais eu. Je me suis fait défoncer quand j'ai fait 9 mois, défoncer quand on a écrit L'œil beurre noir. Sur Is No Good, je vous raconte pas. J'ai toujours eu des très mauvaises critiques. Improvisation ou texte millimétré? Improvisation sur un texte millimétré. Collaborer avec des stars ou découvrir des talents? C'est bien de donner la chance à des talents. J'ai jamais... j'ai eu quelques grandes stars sur mes films. Pas beaucoup, des très grandes stars. J'ai eu Jeanne Moreau, par exemple, ou Villeray, voilà, des grandes stars. C'était quand même... Oui, parce que c'est formidable. Ces acteurs-là, ils sont d'une générosité, ils sont pointus, c'est immédiat, la prise, elle est bonne tout de suite. Ça, c'est formidable. Tournage en studio ou en extérieur? En studio, on peut fabriquer ce qu'on veut. Il y a un grand confort. Is No Good a été beaucoup tourné en studio, hein, mais les studios, c'était les 1001 nuits, c'était magnifique. C'est le pied de c'est comme un train électrique, vous savez, on décide d'avoir la gare et le train et le machin, le passage à niveau. Quand on est en studio, on fait fabriquer ce qu'on veut, donc on a un décor
qu'on a totalement souhaité, alors qu'en extérieur, évidemment, on est contraint. Et on dépend on dépend du temps, on dépend de plein de choses. Ouais. France ou international? Alors, pour faire mes films France, évidemment, mais j'ai toujours préféré les films américains ou japonais. Comédie romantique ou satire sociale? Je suis assez comédie romantique. Une dernière. Un film culte ou plusieurs films populaires? Que vous voulez que je vous cite? Non. Ou Vos choix. Qu'est-ce que vous préférez regarder? Ce que je préfère, pardon, regarder? Oui. Un film culte, oui. Patrick Braoudet, merci 1000 fois. Merci à vous. Si vous voulez retrouver cette interview, eh bien écoutez sur YouTube, sur Instagram au micro avec Johanna, sur Deezer, sur Spotify. Merci et à très vite.